Alors bonjour, nous vous proposons une vidéo pour aider à se préserver et gérer la relation avec sa famille en période de crise sanitaire. Cette vidéo à l'attention des pharmaciens est mise à disposition gratuitement par le groupe Clésia en tant qu'organisme de protection sociale, santé, prévoyance et retraite. Le groupe Clésia a déployé un accompagnement pour vous aider dans ce contexte sanitaire que nous traversons actuellement. Cette vidéo est un des éléments de cet accompagnement. On va donc vous en présenter le sommaire, mais on va d'abord commencer par se présenter. Moi, je suis Carole Da Silva, psychologue au sein de Workplace Option en tant que consultante santé au travail et formatrice. Bonjour, donc je suis Christelle Rizy, psychologue clinicienne. Je coordonne des services d'accompagnement post-traumatique en entreprise ou pour des personnes en individuel ou en famille. Et nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Bracha Kotoni qui a la gentillesse d'intervenir pour introduire des conseils sur les gestes barrières. Vous interviendrez donc pour apporter ces conseils dans l'introduction, puis vous nous quitterez. Nous continuerons avec Christelle pour faire le lien entre le contexte sanitaire actuel et les répercussions sur la sphère familiale, pour ensuite aborder la fonction des émotions, comprendre, les identifier, les nôtres, celles des autres, et on terminera avec quelques outils pour faire face à la situation, avec quelques principes de communication entre adultes avec les enfants, et puis des outils pour gérer l'impact du stress en famille. Bonjour, depuis 2 mois, vous connaissez bien maintenant le mode de contamination par le Covid-19, donc que ce soit un mode aéroporté ou un mode de contamination indirecte généralement par les mains portées au visage. Donc de là découlent les gestes barrières que vous connaissez bien, que vous appliquez, qui sont les masques pour la contamination directe et aussi un petit peu pour la contamination indirecte, et le lavage des mains qui doit être fréquent, éventuellement le port des gants. Alors ça, ce sont effectivement ce que vous faites dans vos officines, mais la question peut se poser aussi de vous êtes toute la journée en contact avec potentiellement des gens qui sont infectés, qui viennent vous voir, et vous pouvez vous poser légitimement la question, le retour à domicile, comment faire pour protéger? Est-ce qu'il y a des gestes en plus à faire pour protéger mon environnement, ma famille? Alors, c'est vrai il y a de plus en plus d'études qui sortent sur le Covid, dont une étude qui est intéressante, qui a été faite en Chine, et qui montre que dans l'environnement immédiat des patients atteints de Covid, donc dans les unités d'hospitalisation, on pouvait retrouver le virus sur les chaussures, sur le sol des couloirs et même dans le vestiaire des soignants. Donc, tout ça fait qu'effectivement, ça peut être une précaution complémentaire à adopter quand vous allez pour rentrer chez vous et ne pas transmettre, c'est de privilégier une tenue de travail, chaussures comprises, donc, qui va être laissée sur place et rentrer chez vous avec une tenue différente. Un autre geste barrière, enfin qui pas vraiment un geste barrière, mais qui évite en tout cas de porter les mains au visage, c'est, vous voyez, quand on a les cheveux longs ou mi-longs, c'est les attacher pendant la journée. Ça évite effectivement de toucher les mèches, de les remettre, c'est important. Quand vous allez quitter votre lieu de travail, donc vous aurez, avant de vous changer, vous serez déjà bien lavé les mains. Vous avez votre tenue qui est différente. Vous vous relavez les mains avant de quitter votre lieu de travail. Vous changez votre masque, le masque vous mettez un masque propre et vous rentrez chez vous. Une précaution complémentaire peut être, puisque vous avez pris les transports, c'est de laisser vos vêtements, vos chaussures de nouveau à l'entrée, d'enlever votre masque, donc comme vous savez bien avec les précautions d'usage, en vous lavant les mains avant et après, et de le mettre dans une poubelle à ordures, pas uniquement une poubelle à papier. Et si vous voulez encore plus vous sentir complètement propre et passer à table sans aucun état d'âme, vous pouvez prendre une douche chaude avec un shampoing et savon classique, ça élimine toute trace visible, possible encore, de virus. Tout ça, voilà, ce sont des précautions à prendre, qu'on peut prendre de manière complémentaire. Ce qui n'empêche pas, si vous avez des personnes fragiles à votre domicile, des personnes âgées, des personnes avec des pathologies particulières qui ont besoin d'être protégées un peu plus, c'est de continuer quand même à éviter les contacts
bien maintenir les distances, éventuellement porter un masque en leur présence parce que vous pouvez toujours être porteur asymptomatique, ça vous le savez bien. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous, docteur, pour cette intervention. Je vous propose de poursuivre. Alors, le contexte sanitaire actuel revêt bien sûr des réalités très différentes pour chacun d'entre nous. Il existe autant de situations que de foyers. Néanmoins, le confinement nous impacte tous. Pour les personnes dont les pharmaciens qui travaillent à l'extérieur de chez eux, il peut y avoir, on peut observer une pression temporelle qui a augmenté une organisation quotidienne, qui a changé, qui contraint à s'adapter à un nouveau rythme entre le travail et la famille, mais également une perte de repères spatio-temporels, un rythme quotidien qui est soutenu pour ceux qui travaillent à l'extérieur de chez eux et donc qui évolue dans un rythme différent de celui de la majorité des gens, dont les membres de leur famille, pour qui le temps semble finalement avoir été arrêté ou avoir été mis entre parenthèses. Cette situation vient entraîner une perte de repères, des ressentis et des vécus très différents du contexte de crise sanitaire et engendrer des besoins qui peuvent être particuliers et différents. Oui, nous avons forcément vécu ces derniers temps et nous en vivrons encore d'autres, des changements dans notre espace de travail et également liés effectivement au confinement et au retour de l'extérieur vers chez soi. Des changements aussi peut-être dans l'organisation de l'espace privé. Voilà, donc l'ensemble de ces changements et de ces aménagements un petit peu nouveaux peuvent en tout cas générer des questionnements. Est-ce que je fais bien? Est-ce que la manière dont j'ai organisé mon espace de travail, la pharmacie, quand je rentre chez moi, les espaces de chacun, est-ce que ça me protège? Est-ce que ça nous protège suffisamment et de manière efficace? Ça pose question, ça peut générer de l'appréhension. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout changement peuvent générer une forme d'anxiété, une forme parfois de questionnements voilà, qui peuvent nous préoccuper. Il y a également aussi les pensées vis-à-vis de l'avenir, le déconfinement qui va bientôt se mettre en place, les conséquences sanitaires, économiques et sociales, voilà. Et puis, majoritairement quand même, pour les personnes comme vous qui travaillez toujours, la crainte liée au risque de propagation du virus, notamment dans sa sphère familiale. Donc, ces situations vraiment impliquent une adaptation permanente, constante, parfois aussi évolutive, en fonction de ce qu'on apprend en plus par rapport à la nature du virus. Et donc, l'ensemble de ces comportements d'adaptation nous éprouvent et nous impactent émotionnellement. C'est pourquoi nous allons parler aussi et principalement aujourd'hui de la gestion des émotions. En effet, on vous propose d'aborder les émotions pour mieux les comprendre. Les émotions sont le langage par lequel notre organisme nous parle. Dans cette période, on peut ressentir différentes émotions dans une même journée, parfois différentes émotions dans une même heure. Chacune de ces émotions va induire un comportement, une attitude différente qui est en lien avec cette émotion ressentie. Je ne suis pas la même lorsque je suis en colère, triste ou joyeuse, et mon comportement est différent. Nos proches, notre entourage sont également traversés par ces émotions. En prendre conscience, faire le lien avec le contexte actuel permet à la fois de le comprendre, mais également de prendre du recul sur nos comportements et sur ceux de notre entourage, des personnes que nous côtoyons. C'est la raison pour laquelle on vous propose d'aborder la fonction des émotions. Alors les émotions, c'est ce qui nous permet finalement de nous adapter à notre environnement, tel qu'une situation nouvelle, inédite, comme celle qu'on traverse actuellement. La peur, par exemple, va signaler un danger potentiel et va faciliter l'adoption d'un comportement qui nous permet de nous protéger de ce danger-là. Et donc, effectivement, il nous permet de nous adapter à notre environnement, de nous alerter. Les émotions sont donc un indicateur. Elles nous indiquent, dans chaque situation, à quel degré nos besoins sont satisfaits ou pas et quels impacts les événements vont avoir sur nous.
Les émotions déplaisantes, par exemple, que nous ou nos proches peuvent ressentir actuellement, telles que la peur, la colère, la tristesse, vont signaler que nos besoins sont menacés et qu'il va nous falloir réagir. S'il est important de prêter attention et d'identifier ces émotions, il est important de ne pas se focaliser de manière excessive sur elles. L'identification de l'émotion n'est que la première étape, laquelle doit être suivie d'une attention particulière sur la problématique qui nous est signalée par cette émotion. Alors, à quoi servent les émotions? On va distinguer les émotions dites de base, la peur, la tristesse, la colère, la joie, la surprise, le dégoût, qui sont des émotions universelles, avec les émotions dites sociales, qui vont varier en fonction de la culture, l'âge, l'expérience de chacun. On voulait revenir sur quelques émotions en particulier qui nous semblent faire lien avec le contexte qu'on vit actuellement. La peur, en premier lieu, bien sûr, elle est une prise de conscience menaçante dans une période de trouble. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce n'est pas ce qui se produit à l'instant présent qui représente un danger, mais ce qui pourrait éventuellement survenir. On voulait également aborder la culpabilité, qui est une émotion dite sociale, parce qu'on pourrait se dire effectivement ressentir cette culpabilité. Donc, on voulait revenir sur sa définition. La culpabilité surgit lorsqu'on estime s'être mal comporté avec quelqu'un et va donc nous inciter à tenter de réparer finalement cette action. Alors ici, le sentiment de peur nous apparaît être un terme plus exact, en ce sens que nous n'avons pas à nous reprocher un comportement. Nous ne sommes en rien responsables finalement du contexte sanitaire actuel. En revanche, nous avons à nous méfier d'un danger qui nous contraint à agir en conséquence. C'est bien cela, effectivement, l'émotion dans laquelle nous sommes, agir en conséquence par les mesures de protection, par exemple, qui ont été introduites, évoquées par le médecin en début de cette vidéo. On peut aussi ressentir de la colère, qu'on amalgame souvent à la violence, mais qui pourtant sert à mobiliser notre énergie pour faire changer les choses, les comportements des autres par exemple. Elle indique que les limites du tolérable sont atteintes. On peut également ressentir de la tristesse en lien avec le sentiment de subir une perte ou de souffrir d'un manque, un manque de liberté, un manque de nos proches, de nos habitudes de vie. Et bien, cette émotion implique un mouvement de retrait, un repli sur soi qui est nécessaire pour faire ce travail de deuil. Enfin, je voulais revenir sur la joie qui libère des hormones qui sont indispensables à notre bien-être et permet d'accomplir les tâches qui nous incombent avec plus d'enthousiasme et qui sont essentielles dans la période que nous traversons. Effectivement, merci Carole. Donc pour compléter cette explication déjà très complète en tout cas de la fonction et de l'identification des émotions, je vais ajouter 5 principes qui aident à mieux comprendre encore la fonction des émotions. Donc principe numéro 1, on ne peut pas changer ses émotions. Rien qu'en souhaitant se sentir autrement. Donc, même si une émotion est désagréable et qu'on souhaite la modifier, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça, et nous le verrons, qu'il est essentiel de commencer par l'accueillir, l'accepter. Un principe numéro 2, c'est toutes les émotions, aussi désagréables soient-elles, sont utiles. Donc, deuxième bonne raison de l'accepter, de l'accueillir, cette émotion, elle est utile, elle va nous servir à quelque chose. Principe numéro 3, à moins d'être stimulées, les émotions diminuent avec le temps. Donc là également, c'est plutôt intéressant à avoir en tête, c'est que c'est aussi important de l'accepter et de l'accueillir parce que en faisant cela, en ayant ce positionnement, elles vont d'elles-mêmes perdre de leur énergie et donc pouvoir diminuer aussi avec le temps. Alors que si on s'attarde à la combattre ou à la nier ou à l'éviter, eh ben, cette émotion va devoir revenir de manière plus intense, plus forte pour se manifester de manière plus importante parce qu'elle n'aura pas su être entendue. Principe numéro 4, les émotions peuvent être stimulées par la pensée ou par l'action. Tiens,
intéressant aussi. Du coup, on peut avoir quand même, malgré le fait que l'accepter et l'accueillir, finalement, c'est bien, mais c'est assez passif comme positionnement. Donc, d'avoir une action qu'on peut mener sur nous pour faire modifier ou pour faire, en tout cas, évoluer cette émotion, c'est quelque chose de très positif, en tout cas, à mettre en place et à pouvoir penser. Principe numéro 5, chacun reste responsable de ses fameuses actions, quelles que soient les émotions du moment. Alors, l'émotion, une énergie transformable. Tout d'abord, et ça je vous l'ai dit donc précédemment, dit et redit, accueillir et identifier l'émotion. Première étape, c'est un sas vraiment de décompression, un accueil, un accusé-réception. Ce sas de décompression peut tout à fait se mettre en place et se vivre lorsque l'on rentre chez soi, qu'on a besoin parfois même de manière sans traverser de crise sanitaire particulière, mais ce petit sas de décompression peut nous être utile parfois aussi à nous tous quand nous rentrons du travail pour faire la transition, voilà, pour se retrouver et puis changer d'espace. Donc là, c'est intéressant d'utiliser aussi ce sas de décompression pour accueillir et identifier les émotions qui nous ont traversé toute la journée, qui nous traversent encore, et puis pouvoir laisser de côté certaines choses qui appartiennent au monde du travail, hein, pour lequel on n'a pas besoin de s'encombrer, et puis pour se recentrer sur sa vie de famille et sur ce qui a besoin d'être là pour se protéger dans notre sphère privée. L'émotion, elle nous donne une indication, hein, comme tu l'as dit, Carole, c'est un messager. Donc, c'est important forcément dans un second temps, une fois qu'elle est identifiée, de savoir ce qu'elle vient nous dire, forcément. Pourquoi elle est là? Est-ce que cette émotion, finalement, elle est réellement adaptée à la situation? Parfois, on ressent des émotions parce qu'on a une sensibilité particulière, on est dans un état d'esprit particulier, on a une histoire, une fragilité aussi, hein, qui nous mène, qui est en toile de fond. Et puis, donc, parfois, ce n'est pas complètement adapté à la situation réelle que nous sommes amenés à vivre. Donc, c'est important aussi de se poser cette question et de finalement pouvoir recadrer l'émotion et de se dire finalement par rapport au contexte, par rapport à la situation réelle qui est là, l'émotion que je dois ressentir finalement est un petit peu différente. Une fois que la bonne information du coup peut être identifiée par cette émotion plus adaptée à la réalité de ce qu'on vit, nous pouvons donc commencer à mettre en place des actions qui permettent de rétablir la situation, de se rassurer, évidemment, dans un premier temps, de se protéger soi et sa famille, et puis de libérer, bien évidemment, d'évacuer aussi l'énergie négative d'une émotion désagréable. Le comportement que nous souhaitons mettre en place, l'action que nous souhaitons mener pour rétablir cette situation, pour apaiser aussi l'émotion, est-ce que ce comportement est réellement adapté? Donc, c'est toujours important de se poser cette question et d'éventuellement de mettre en place un recadrage au niveau de la pensée pour est-ce que je pense que ce comportement est vraiment le plus adapté pour rétablir cette situation, pour me protéger, pour nous protéger et pour me sentir plus serein. Alors pour cela, pour ce faire, un petit exercice qui marche très bien, qui fonctionne bien, c'est de visualiser la situation qui nous procure une émotion négative. Par exemple, vous êtes en lieu sûr, à votre travail ou ailleurs, et vous visualisez à plusieurs reprises le moment où vous rentrez chez vous et où potentiellement vous avez une montée d'angoisse, d'inquiétude par rapport à la propagation éventuelle du virus auprès de votre sphère familiale. Vous visualisez plusieurs fois cette situation avec l'émotion négative que vous éprouvez avec. Et puis, vous imaginez plusieurs scénarios, donc plusieurs actions que vous pouvez mettre en place pour vous rassurer, pour vous protéger, des scénarios, des actions qui vous permettent en tout cas de mentalement déjà de faire baisser cette pression et cette tension. Et puis, vous vous entraînez
mentalement donc à l'action qui vous semble la plus efficace pour vous rassurer et pour protéger l'ensemble de votre famille. Et puis donc, à force de s'entraîner, finalement, le cerveau, lui, un peu comme un leurre, il s'approprie vraiment ce comportement. Et au moment où vous en aurez réellement besoin, quand vous allez rentrer chez vous, par exemple, eh bien, vous n'aurez plus qu'à piocher dans cette boîte à outils, dans vos ressources personnelles que vous aurez su développer pour pouvoir mettre en place donc cette action au bon moment. Je vous propose maintenant quelques outils un peu dans la continuité de ce qui vient d'être évoqué par Christelle, quelques outils pour faire face à la situation, et on vous propose d'aborder quelques principes de communication qui permettent finalement de mieux se faire comprendre et d'apaiser les relations avec nos proches dans cette période qui peut être source de tension au regard de toutes les émotions qui nous traversent. On vous propose en premier lieu d'aborder une technique issue de la communication non violente qui est assez classique mais intéressante parce qu'elle permet de repenser la façon dont on va s'exprimer, dont on va exprimer une situation problème. D'abord en décrivant les faits, quel événement déclenche en moi l'envie de m'exprimer. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai constaté que. Pour ensuite venir exprimer ses émotions, parce que c'est aussi ce qui va faire sens, illustrer notre ressenti, quelles émotions, sentiments sont éveillés en moi, en rapport avec quels besoins. Avant d'aborder les solutions envisagées, envisageables, quelles actions, solutions spécifiques peuvent être enclenchées, mes idées, les tiennes, celles avec qui je suis en train de parler, d'échanger, avant finalement d'envisager les conséquences positives. En quoi cette solution améliore la situation, les bénéfices pour moi, les bénéfices pour l'autre. Voilà, ça permet de restructurer, de bien aborder, de bien distinguer finalement et de bien se faire comprendre dans ce contexte parfois un peu compliqué, un peu plus difficile pour communiquer. Avec les enfants, il est important également de pouvoir parler de l'épidémie avec eux, et ce, quel que soit leur âge, quand bien même ils seraient tout petits. Les enfants, bien sûr, se rendent compte que leurs repères sont modifiés. Leurs moyens de garde ou l'arrêt de l'école, le confinement, l'absence de contact avec d'autres, notamment leurs copains. Ils repèrent également que les adultes sont plus inquiets, parfois plus irritables, que le confinement peut être aussi plus compliqué à vivre. Si on ne leur parle pas, ils peuvent être angoissés et se faire des fausses idées sur ce qui se passe, se sentir responsables de la situation. Alors pour ça, on vous propose d'abord de créer un espace de dialogue, d'envisager un espace de dialogue qui soit ouvert et sécurisant. Considérer que si l'enfant pose les questions, c'est qu'il est prêt à entendre la réponse, et que s'il change de sujet, c'est qu'à ce moment-là, il ne souhaite plus en parler, il pourra tout à fait revenir de lui-même vers vous. Utiliser des mots simples et directs, adaptés à l'âge de l'enfant. Ne pas utiliser d'interprétation ni de métaphores, mais des faits. Voilà, pour ne pas induire de mécompréhension pour les enfants. Et puis, et surtout, je dirais, reconnaître et valider leurs émotions et leurs réactions. Reconnaître que leurs questions sont légitimes, tout comme leurs inquiétudes. Il est normal de s'inquiéter et de s'interroger. Comprendre aussi que les enfants risquent de poser plusieurs fois la même question. Dans une période de stress, le message peut être plus compliqué à interpréter, à comprendre. Eh bien, c'est la même chose pour les enfants, d'autant plus dans ce contexte-là. Et enfin, se rappeler que les enfants culpabilisent facilement et peuvent souvent penser qu'ils sont responsables de la situation quand leur environnement change. Et donc, effectivement, être attentif à ces signaux-là pour pouvoir mettre des mots sur ce vécu-là avec leurs enfants, et encore une fois, quel que soit leur âge. On va maintenant aborder quelques outils pour gérer l'impact du stress en famille. Alors, un exercice de visualisation qui permet de mettre les émotions négatives à distance. Il s'agit donc de mentalement se représenter un 8 touché. Dans le premier cercle du 8, vous visualisez vous et vos proches et toutes les personnes que vous souhaitez mettre avec vous pour les protéger. Et puis, vous visualisez bien le cercle autour de vous. Vous, mentalement, en fait, vous vous représentez plusieurs fois ce cercle bien délimité, un beau cercle d'une belle couleur.
voilà, qui vous sépare du cercle qui est en face, dans lequel vous allez placer toutes les émotions négatives, celles de la journée notamment, tout ce qui peut être lié au virus, aux clients, aux histoires des clients voilà, qu'on peut vous raconter durant la journée, toutes les pensées catastrophes. Donc, à l'intérieur de ce cercle, en face, vous allez fermer ce cercle également avec tout ça à l'intérieur. Et puis, vous allez mentalement, en fermant les yeux, séparer ces deux espaces, ces deux cercles, en formant un 8 couché plusieurs fois mentalement, si possible même en le décrivant avec, voilà, avec le haut de la tête, et puis en formant ce 8 couché mentalement. Un autre exercice qui peut être pratiqué en famille, il est inspiré de la méthode Jacobson. La contraction musculaire permet, lorsque l'on relâche l'ensemble de ces parties musculaires, de bien sentir et d'avoir conscience finalement des sensations agréables de détente et de relâchement. Donc, pour ce faire, et puis proposer à la famille de marcher tranquillement sur le rythme de la musique, comme si vous étiez tout mou, telle une poupée de chiffon, en laissant les bras se balancer le long du corps et l'ensemble du corps vraiment totalement se ramollir. Et puis, lorsque vous allez stopper la musique, tout le monde a pour consigne de se figer comme une statue. Tout le corps est contracté et se durcit. Et puis, quand vous allez remettre la musique en route, vous proposez de reprendre à nouveau la marche, tout mou, le plus doucement possible, comme si en fait vous étiez au ralenti. Et de pouvoir prendre conscience dans ce moment-là de relâchement, de vraiment toutes les sensations qui parcourent le corps, toutes les sensations de détente, de relâchement musculaire qui se produisent après le moment de contraction, qui se produisent vraiment dans toutes les parties du corps. Et puis, simplement prendre conscience aussi de la plante de pied qui se déroule sur le sol, puisque vous marchez au ralenti et donc vous avez le temps de prendre le contact avec le sol et de ressentir ces sensations particulières. Le contact avec le sol permet aussi de renforcer l'ancrage, de renforcer l'enracinement dont on a besoin pour garder vraiment notre solidité intérieure. Voilà. Alors, quelques petites idées supplémentaires à explorer, à expérimenter ou même à créer. Vous avez accès sur Internet à des petites fiches de yoga pour tous, de yoga pour les enfants, qui sont très bien pour les adultes aussi, à faire en famille. Chacun peut se créer son enchaînement et puis le proposer à la famille. Vous avez aussi moi j'aime bien cette idée-là de constituer une vraie boîte hein, en carton à idées, dans laquelle chaque membre de la famille peut déposer un petit papier plié avec une idée d'un moment à partager en famille. Voilà, une activité, un moment de créativité, se raconter des blagues, enfin voilà, quelque chose qui met. Et donc chaque jour, vous allez piocher au hasard un petit bout de papier et vous allez pratiquer tous ensemble donc l'idée qui aura été écrite dessus. Il y a la possibilité aussi de tenir un journal de bord. On est tous dans le même bateau quand on se retrouve en famille à la maison et chacun dans ce journal de bord, qui est un petit peu issu pour ceux qui connaissent du journal créatif, c'est de pouvoir y mettre tout ce qu'on a envie de partager chaque jour, qui témoigne, qui vient parler de la journée en question. Donc ça peut être un collage, un mot, une couleur, un dessin, une blague aussi, voilà, tout ce qui peut nous permettre en tout cas de témoigner de ces moments-là. Et puis, des techniques de visualisation positive, donc c'est vraiment d'imaginer comme si c'était au présent, la vie rêvée, la journée rêvée que vous souhaiteriez vivre. Voilà, avec tous les détails possibles que vous pouvez imaginer, car le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce qui est mentalement imaginé de ce qui est réellement vécu. Donc, en le leurrant comme ça et en lui proposant des images positives de ce qu'on a envie de vivre, eh bien, nous pouvons ouvrir vraiment et nous conduire vraiment sur la réalité de cette vie-là.
Alors, un cercle vertueux qui, pour conclure, nous permet de mettre notre conscience vraiment sur l'influence entre le corps et l'esprit. Donc, nous en avons parlé, il y a des techniques de relaxation, la respiration, mais aussi le rire, c'est pour ça que je vous parlais des blagues, méditer, développer de nouvelles habitudes, des nouveaux objectifs, des nouvelles habitudes à son travail aussi, dans sa vie privée. Ça permet vraiment chaque jour d'avoir un regard plus positif sur soi. Et donc, ce qui est important et ce que l'on vous propose, c'est vraiment à la fin d'une journée où on a mis en place toute forme d'adaptation possible à tous les changements que nous sommes en train de vivre, de pouvoir se remercier d'avoir su s'adapter. Et puis, de se remercier, d'avoir ce regard positif sur soi, ça permet aussi quand même de respecter ses valeurs et donc de les rendre encore plus présentes. Ces valeurs, comme l'acceptation d'une réalité quand même difficile et différente, l'entraide, la solidarité, la cohésion d'équipe aussi, ça fait vraiment grandir les liens. Ça fait vraiment mettre en avant l'ensemble de ces valeurs qui nous conduisent chaque jour, mais qui aujourd'hui sont bien plus importantes et bien plus présentes dans nos vies. Du coup, comme elles sont plus présentes, elles sont plus visibles et la transmission se fait naturellement aussi auprès de notre famille, des enfants, entre amis et entre collègues. Donc ces valeurs vraiment, elles circulent, elles se transmettent et elles font passer des beaux messages. Elles nous permettent aussi forcément de nous rendre plus optimistes face à l'avenir, face au présent, de cultiver la joie chaque jour et la bonne humeur. Voilà, cette joie que nous arrivons ainsi à pouvoir, qui nous permet en tout cas de nous ressourcer, eh bien, ça facilite quand même la pratique de tout ce qui peut nous faire du bien, comme la respiration, la relaxation et le partage aussi de tous ces éléments que nous avons vus aujourd'hui, de toute cette gestion émotionnelle en famille et pour soi. Merci de votre attention. Cette vidéo est donc mise à disposition par Clésia. Si vous avez des questions en lien avec ce qu'on vient d'évoquer dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez nous les transmettre à l'adresse qui est indiquée ci-dessous, formation@workplaceoption.com. On vous remercie une nouvelle fois pour votre attention. Merci. Merci, transmis dans cette vidéo. Merci, au revoir. Merci, au revoir.